En 264, les légionnaires furent engagés pour la première fois hors du sol de l'Italie. Ils rencontrèrent des ennemis nouveaux et des champs de bataille inédits. La victoire, lente à venir, permit de créer la première province, la Sicile, à laquelle vint rapidement s'ajouter une deuxième province, la Sardaigne, à laquelle était agrégée la Corse. L'expression de guerre punique a été très souvent utilisée dans la littérature scientifique. Si elle est pratique, et c'est la raison pour laquelle nous la conservons, elle n'en est pas moins mal adaptée. En effet, elle désigne 3 conflits qui présentent des différences très importantes. Le premier avait été voulu par les Romains et il avait pour objet le contrôle de la Sicile. Le deuxième a été provoqué par Hannibal et il avait pour enjeu la domination en Méditerranée occidentale, qui passait par la destruction de la capitale ennemie. C'était donc un duel à mort. Le troisième, causé par Rome, se transforma très vite en une lutte pour la vie, cette fois de Carthage. Rappelons que les modernes utilisent indifféremment 2 mots voisins, punique, qui s'applique à tous les Phéniciens d'Occident, et carthaginois, qui, au sens étroit, ne désigne qu'une partie d'entre eux. L'étude n'est pas aisée car les auteurs anciens, une fois de plus, sont difficiles à manier. La littérature punique a disparu sans laisser de traces, et on ne sait même pas si elle comprenait une partie historique. Il ne reste que les auteurs latins, forcément partiaux, et les écrivains de langue hellénique, encore moins objectifs en général. Les Grecs, ayant été vaincus par les Romains, se sentaient obligés d'expliquer qu'il était totalement impossible de vaincre les meilleurs des hommes et des combattants. On retrouve fréquemment dans ces écrits 2 reproches adressés aux Carthaginois, la perfidie et la cruauté. La perfidie pouvait rarement y être plus que punique. En réalité, dans ce domaine, on l'a déjà vu, les Romains n'avaient pas besoin de recevoir des leçons. Quant à la cruauté, il est bien connu qu'elle accompagne normalement toutes les guerres. Il y a pire, les modernes n'ont pas toujours facilité la compréhension des anciens. Quelques fats ont voulu attirer l'attention sur leur personne en condamnant l'expression de guerre punique, dans laquelle ils voyaient un parti pris hostile aux Carthaginois, et ils ont proposé de la remplacer par une autre formulation, guerre romaine, sans doute plus objective si on les en croit. Ils ne se rendent pas compte que pour convaincre, il faut avancer des idées et pas changer des mots. La première guerre punique a éclaté dans un contexte géopolitique au moins en partie nouveau pour les Romains. Il se situait au niveau général, la Méditerranée occidentale, et au niveau local, la Sicile. L'Orient vivait sous un double héritage, fruit d'une longue histoire, en règle courante égyptienne ou sémitique, et de l'apport hellénique, œuvre surtout mais pas exclusivement d'Alexandre le Grand. Les vieilles cités, Athènes, Sparte, Memphis, Baalbek, connaissaient un déclin économique, militaire et surtout politique. Elles ne pouvaient plus affronter les royaumes hellénistiques, plus grands, plus riches et plus puissants, la Macédoine, la Syrie, l'Égypte et Pergame. Pergame fut un état de fait à partir de 281, de droit en 240. Leur souverain possédait l'arme absolue dans cette région, la phalange macédonienne, appuyée par des éléphants. Ils s'affaiblissaient néanmoins, car ils passaient leur temps à se faire la guerre. La communauté qu'ils formaient entre eux dans les domaines religieux et culturels, langue grecque dite koiné, commune, ne suffisait pas à les rapprocher. L'Occident offrait un visage bien différent. Les Celtes, dont l'unité était essentiellement culturelle et notamment linguistique, occupaient en Europe une aire très vaste, qui allait du Danube à l'Irlande, de l'Écosse au nord de l'Italie et à l'Espagne. Si leur courage n'a jamais été mis en cause, puisqu'il était souvent embauché comme mercenaires, leur armement médiocre et leur phalange archaïque, ainsi que leur émiettement politique, empêchaient qu'ils ne jouassent un rôle important. Autres occidentaux, les Ibères seront présentés plus loin. Quant à Rome et Carthage, ces 2 puissances seront très présentes dans les pages à venir. Rome et Carthage étaient précisément les seuls États puissants en Méditerranée occidentale. Et, entre leurs 2 domaines, se trouvait la Sicile. La position de cette île lui conférait un grand intérêt. Elle est située entre l'Europe et l'Afrique, et entre les 2 bassins, oriental et occidental, de la Méditerranée. Considérée au XIXe et au XXe siècle comme une zone de grande pauvreté, elle était alors riche de son blé et d'un vieil héritage de prospérité, dû aux Carthaginois dans l'ouest, Palerme, et aux Grecs dans l'est, Syracuse. Les Puniques avaient installé leur capitale à Lilybée, Marsala, et ils possédaient une base navale majeure, Drépane, Trapani.
La Sicile pouvait donc devenir un enjeu essentiel. Dans ce contexte géostratégique, les mêmes centres d'intérêt se retrouvent des deux côtés. Du point de vue politique et psychologique, l'hégémonisme à la Thucydide a dû jouer. Plus purement psychologique, la peur de l'autre est intervenue, mais, si les Romains ont appris à ressentir le metus punicus, le metus romanus échappe largement aux commentateurs. Ce sont cependant les questions économiques qui présentent le plus d'intérêt. Si Rome dominait un territoire vaste et ramassé, l'Italie, réduite alors à sa partie péninsulaire, Carthage se trouvait à la tête d'un domaine africain, appelé Pertica en latin, Chora en grec. Il recouvrait approximativement le nord de la Tunisie actuelle. Entre ce territoire, le nord du Sahara et l'Atlantique, des peuples alliés au sujet, suivant les époques et les circonstances, se partageaient le Maghreb actuel, Garamante, Fezzan, Libyen, ouest de la Libye et sud tunisien, Numide, est algérien, et Maure, ouest algérien et nord du Maroc. Des échelles, escas, qui allaient depuis le golfe des Syrtes jusqu'à Mogador, étaient placées sous son contrôle, ainsi que les Baléares, l'ouest de la Sicile, comme on l'a dit, et le sud-ouest de la Sardaigne. Ce grand empire punique, rempli des richesses que les hommes y avaient accumulées depuis des siècles, ne pouvait qu'attiser les convoitises. En face, l'Italie faisait figure de pays pauvre. C'est pourquoi les attentes étaient différentes. D'une guerre, les Romains espéraient essentiellement du butin, accessoirement un tribut. Les Carthaginois, à l'opposé, avaient surtout besoin du calme qui favorise le commerce. Et, s'ils savaient se transformer en guerriers, et même en guerriers du plus haut niveau comme le devint Hannibal un demi-siècle plus tard, ils excellaient surtout dans les arts de la paix. Les motivations n'étaient donc pas les mêmes, le niveau de puissance non plus. À la base du domaine politique, et contrairement à l'impression que laissent beaucoup d'études modernes, les institutions se ressemblaient, avec néanmoins une différence non négligeable. Dans les deux cas, elles étaient organisées suivant le modèle répandu autour de la Méditerranée, le régime de la cité, qui se fondait sur une trilogie faite d'une assemblée large, d'une assemblée étroite et de magistrats. L'assemblée large, appelée comice à Rome, y était censitaire et, en pratique, seuls les riches votaient. L'assemblée étroite, que les historiens appellent Sénat pour les deux parties, déléguait ses pouvoirs à une commission permanente de 104 membres à Carthage. Elle était composée des magistrats en exercice, suffètes en Afrique, à Rome, consuls, et des anciens magistrats. L'armée romaine a été présentée plus haut. Il convient néanmoins de rappeler 6 traits propres à cette période. La structure aristocratique de la société et du pouvoir avait abouti à l'organisation d'une phalange répartie sur 3 lignes, la triplex ACIES, ce qui lui donnait une grande souplesse au combat. Cette flexibilité était accrue par le recours à la tactique manipulaire. Dans chaque ligne, des manipules, groupes de 2 centuries, étaient isolés les uns des autres. La conquête de l'Italie et la démographie de ce pays lui ont donné une supériorité en effectif sans égale. La Légion était accompagnée par d'importants contingents d'alliés, les Socii. Ce qui est le plus surprenant, c'est la marine. La tradition historiographique se fonda longtemps sur un passage de Polybe. Cet auteur affirmait qu'en 264 les Romains ne possédaient pas de flotte, et qu'ils ne connaissaient rien à la navigation. Un Carthaginois leur aurait dit qu'ils n'oseraient même pas se laver les mains dans la mer. Il lui fut répondu, il est vrai, que les Romains étaient des élèves qui avaient toujours dépassé leurs professeurs. Puis un miracle aurait jeté sur la grève un navire punique, qui fut démonté et reproduit en autant de copies que nécessaire. Mais, si le merveilleux intervient dans la mythologie, il n'a pas sa place dans l'histoire, et il est bien connu que Polybe était prêt à toutes les bassesses pour exalter ceux qu'il avait vaincus. En réalité, la marine romaine existait depuis longtemps. Elle était placée depuis 311 sous les ordres d'amiraux, les duoviri navals, et elle bénéficiait des services d'agents comptables, les quaestor classici, créés en 267. Les équipages étaient fournis par les socii navals, surtout habitants des ports grecs, ainsi que par les colonies maritimes. Contrairement à ce qu'a écrit Polybe, Rome avait acquis une longue tradition dans ce domaine et ses dirigeants possédaient une excellente connaissance des affaires de la mer. C'est pourtant la marine de Carthage qui a bénéficié de la plus grande célébrité. Mais les historiens n'ont pas vu qu'une grande différence sépare une marine marchande d'une marine militaire. Un bon gouga,
nom donné aux sympathiques et méprisés commerçants carthaginois, ne faisait pas forcément un bon soldat. La marine de guerre punique utilisait surtout des trirèmes, environ 200 hommes d'équipage, et des quinquérèmes, environ 300. Si les archéologues conçoivent sans peine ce qu'était une trirème, navire à 3 rangs de rames superposées, ils ont plus de mal avec une quinquérème, une 5, et davantage encore avec une 6, une 7, voire une 40. Quoi qu'il en soit, ces vaisseaux pouvaient détruire leur adversaire grâce à un éperon. Il leur était aussi possible de pratiquer l'abordage. L'archéologie sous-marine a permis de retrouver au large de Marsala, 2 galères puniques qui sont datées de cette époque. Plutôt petites, environ 30 mètres sur 5, elles possédaient effectivement un éperon. L'apport principal de cette découverte concerne le mode de construction. Les chantiers navals produisaient des pièces préfabriquées et assemblées à la chaîne, les virures, planches, étant fixées avec des clous et des chevilles. Chacune d'entre elles était produite en série et marquée par une ou deux lettres, qui permettaient ensuite de les rapprocher. Les vrais combattants, la vraie armée carthaginoise, se battaient sur terre. En 264, l'infanterie lourde, fournie surtout par la Pertica, allait au combat en phalange, accompagnée par l'infanterie légère des frondeurs et des archers, par une cavalerie lourde et légère souvent venue de Numidie, et par des éléphants. On appelait le cornac hindu, l'Indien. Mais les éléphants, semble-t-il, étaient africains. Sur les reproductions, on les reconnaît à leurs oreilles, plus longues que celles portées par leurs cousins asiatiques. Assurément, des mercenaires servaient dans leurs rangs, mais les meilleurs soldats étaient les Africains. Contrairement aux médisances des Romains, les habitants de Carthage fournissaient des combattants, notamment des officiers au titre en général peu compréhensible, RBMSTRT, chef de l'intendance, RBMT, centurion, et RBMHNT, chef de l'armée. Leurs ennemis leur reconnaissaient de grands talents en matière de polyorcétique, et ils les créditaient même de l'invention du bélier. Malgré tout, Rome disposait d'un atout majeur, sa démographie renforcée par sa politique de citoyenneté. À cette époque, une armée comptait rarement plus de 50 000 hommes. Pour des raisons de transmission, on ne pouvait pas faire parvenir des ordres à des subordonnés trop éloignés. Or Carthage a toujours éprouvé des difficultés à atteindre ce chiffre, on l'a vu notamment durant la guerre d'Hannibal. À l'opposé, Rome pouvait perdre une armée sans connaître des difficultés majeures. Elle était aussitôt remplacée, des chiffres du census ont été vus plus haut, et d'autres seront proposés plus loin. Si l'État carthaginois était riche, l'État romain n'était pas pauvre. Au début du IIIe siècle, il émit un monnayage qui lui était propre. Cette naissance était autrefois mise en relation avec le commerce. Les numismates actuels préfèrent l'expliquer par les nécessités de la guerre, en projet ou en action. La construction de navires, en particulier, coûtait très cher. L'État émit des lingots sous la forme d'un AES rude, lingot brut, puis d'un AES signatum, lingots ornés d'un symbole. Ici, une fois de plus, l'histoire militaire vient au secours de l'histoire économique. Pour déclencher une guerre menant au contrôle de la Sicile, il fallait une bonne raison, sans laquelle le bellum n'eût été ni ustum ni pium. Mais comme il n'existait aucune bonne raison, il fallut en forger une, bel exemple de malhonnêteté morale accompagnant pourtant une rigueur juridique toute romaine. En 289 mourut Agathocle, tyran de Syracuse. Les mercenaires qu'il avait embauchés se retrouvèrent au chômage. En leur sein se trouvait une troupe d'hommes appelés les Mamertins, les dévots de Mars. Ils appartenaient à un peuple de Campanie, les Osques. En 270, sans doute, ils s'emparèrent de Messine, ville prospère et mal défendue, qui a donné son nom à un célèbre détroit. Ils tuèrent les hommes, se partagèrent les femmes et les enfants, et ils créèrent un état brigand. Leurs exactions ne provoquèrent d'abord aucune réaction. Surgit un problème quand ils occupèrent des terres appartenant à Syracuse, tout en refusant de payer les impôts qui pesaient sur ces domaines. Hiéron, le nouveau maître de la cité, un homme habile, décida de les contraindre par la force. Une bataille eut lieu, sans doute en 269, près du fleuve Longanus. Avant l'affrontement, le chef des Mamertins, un certain Sios, avait interrogé des devins. Ces derniers, après avoir consulté les dieux, lui avaient assuré qu'il passerait la nuit suivante dans le camp des Syracusains, et il s'imaginait déjà pillant leurs biens. Mais les dieux aiment l'ambiguïté et la plaisanterie. Il fut vaincu,
capturés et logés comme prisonniers dans l'enceinte où ils s'étaient vus en maître. Les Mamertins constatèrent alors qu'il leur fallait un allié puissant contre les Grecs, mais ils étaient divisés, les uns penchant pour les Romains, les autres pour les Puniques. Finalement, ils firent appel aux deux. À Rome, les sénateurs, eux aussi, étaient divisés. La Sicile était loin, et les Mamertins, des mercenaires, ne jouissaient pas de la meilleure réputation qui fût. Mais, devant la perspective du blé produit dans cette île et des richesses qui y avaient été accumulées, les électeurs des comices votèrent pour la guerre, c'est-à-dire pour le butin. Pour justifier cette intervention injustifiable, ils se rappelèrent que les Mamertins étaient des Italiens, donc qu'ils étaient placés sous leur protection, et ils déclarèrent qu'ils avaient été attaqués. En outre, et pour l'occasion, ils les baptisèrent alliés, Federati. Leur argumentation ne va pas sans étonner, car dans des circonstances analogues, ils avaient agi de manière radicalement opposée. En effet, en 282, ils avaient envoyé d'autres Campaniens occuper Rhegium, à l'est du détroit de Messine. Peu à peu ces soldats avaient adopté les mêmes comportements que les Mamertins, et ils s'étaient rendus maîtres de la ville. En 270, des légionnaires reçurent l'ordre d'intervenir et ils prirent d'assaut la cité. La plupart des vaincus furent tués sur place et quelques survivants furent ramenés à Rome, fouettés de verges puis exécutés sur le forum. C'était une pratique sans doute justifiée par le droit romain, mais moralement critiquable si on la compare au sort réservé aux Mamertins, 2 poids, 2 mesures. Ce qui renforce le sentiment d'injustice, l'idée que les Romains avaient recouru à une astuce, c'est le fait que les Mamertins disparurent très vite du paysage, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et c'était sans intérêt. Ils avaient juste fourni un prétexte. Cette guerre vit des batailles en rase campagne, de la guérilla et des sièges, mais elle représente une exception dans l'Antiquité, les rencontres les plus importantes eurent lieu sur mer. Les Carthaginois furent les premiers à tenter de s'organiser. Ils envoyèrent une flotte vers le nord, dans les îles Lipari, pour contrôler les relations maritimes entre l'Italie et la Sicile. Puis ils conclurent un accord avec Hieron de Syracuse, qui leur laissa les mains libres. Dans ces conditions, un général appelé Anon put s'emparer de Messine. Il est étrange que les navires puniques se soient embusqués si loin, et cette maladresse permit au consul Claudius de remporter un double succès. Il fit traverser le détroit de Messine à 2 légions, et ce transport de troupes fut suivi par un débarquement tout aussi réussi, grâce à une absence totale d'opposition. C'est pourquoi l'étonnement admiratif de Polybe pour ce prétendu exploit relève surtout de la flagornerie. À ce moment, les Mamertins se rallièrent aux Romains, soit qu'ils aient manqué de suite dans les idées, soit qu'ils aient vu que leur intérêt ne se trouvait pas aux côtés des forces puniques, qu'ils chassèrent de la ville. À cette époque, les Carthaginois avaient l'habitude de crucifier les généraux et les amiraux qu'ils jugeaient incompétents, et c'est le sort qu'ils firent subir à Anon. Claudius put occuper Messine. De là, il repoussa les Puniques et les Syracusains, mais, l'hiver venu, il y fut assiégé à son tour. Pour succéder à Claudius, le Sénat envoya en Sicile les 2 consuls, Valerius et Otacilius, avec un effectif double du précédent, soit 4 légions et des socis. Les sources, cette fois, indiquent d'où venaient les navires, Tarente, Locre et Vélie. Les Romains réussirent aussi aisément que la première fois le transport de troupes et le débarquement. Valerius accomplit 2 autres exploits. D'abord, il dégagea sans délai la ville de Messine. Pour ce succès, il s'octroya le surnom de Messala. Les plus traditionalistes de ses compatriotes condamnèrent cet acte d'orgueil. Ils y virent la volonté de faire passer l'individu avant la collectivité, le consul avant la cité et son armée. C'était, à leurs yeux, un début de décadence morale, l'abandon d'un passé qu'ils idéalisaient. Quoi qu'il en soit, Valerius marcha ensuite sur Syracuse et Hieron, avec beaucoup de sagesse, jugea plus prudent de ne pas résister. Il s'abandonna à l'autorité du consul, ce qu'on rendait par l'expression venir infidem, et il obtint un traité. Il s'engageait à livrer toutes ses machines de guerre, du blé et de l'argent, 650 ou 2600 kg, suivant les sources. En retour, il gardait son pouvoir dans Syracuse, et il recevait le titre d'ami et allié du peuple romain, ce qui était une bonne assurance pour l'avenir. Or l'avenir restait à la guerre et à ses incertitudes. Les Carthaginois avaient adopté une nouvelle stratégie, ils enfermaient leurs troupes dans des citadelles,
d'où partaient de petites unités chargées de mener des raids dans l'est de la Sicile et en Italie. Le conflit se poursuivit avec bonheur pour les Romains, qui se montrèrent excellents aussi bien pour la poliorcétique que pour la bataille navale. La première vraie confrontation se fit au siège d'Agrigente. Les Carthaginois avaient confié la défense de la Sicile à un certain Hannibal, homonyme du célèbre personnage. C'était là, au demeurant, le seul point que les deux hommes avaient en commun. Le nouveau général, avec pour lieutenant un autre Hannon, reçut de solides effectifs, sans doute moins de 50 000 soldats, avec l'autorisation de recruter de nouveaux mercenaires, il choisit des Ibères, des Ligures et des Celtes. Les Romains attaquèrent sans avoir déposé de déclaration de guerre, ce qui était contraire à leur propre éthique, mais ils savaient trouver le moyen de s'entendre avec les dieux pour transformer en guerre juste, bellum justum, un conflit qui ne l'était pas. Les légionnaires mirent le siège devant Agrigenté, et les travaux qu'ils y firent montrent une grande maturité en poliorcétique, César en 52 avant Jésus-Christ. Devant Alésia et Flavius Silva en 73 après Jésus-Christ, devant Massada ne firent pas mieux. Un premier mur, une défense linéaire, entourait la ville pour empêcher les habitants de sortir, un deuxième mur englobait le précédent pour éviter que les renforts, le ravitaillement et les informations n'y entrent. Deux grands camps et plusieurs petits postes abritaient les soldats pendant la nuit. Un dépôt de vivres avait été installé à 15 km de là, à Herbeso. La machine romaine faillit se gripper, Hannon s'empara d'Herbeso, mais, peu après, il fut battu en rase campagne. À cette nouvelle, Hannibal prit la fuite et Agrigenté fut perdu pour son camp. Les Romains vendirent comme esclaves les 25 000 habitants de la ville. Au succès d'Agrigente vint s'ajouter celui de Mille, ou Milet, aujourd'hui Milazzo. C'est devant ce port que se livra la première grande bataille navale de l'histoire de Rome. La guerre maritime avait pourtant mal commencé. Le Sénat avait confié une flotte de 100 quinquérèmes et 20 trirèmes à un consul curieusement appelé Asina. L'ânesse, ce maladroit justifia son nom et il subit une petite défaite près des îles Lipari. Le célèbre Duilius succéda à Asina, et il prit la tête des navires restants après la défaite qui venait d'être subie. Leur nombre est inconnu, mais ils devaient être encore assez nombreux. Le rapport entre trirèmes et quinquérèmes, avantageant ces dernières, plus lourdes, montre que la flotte avait été conçue plutôt pour l'éperonnage que pour l'abordage, contrairement à ce que l'on écrit souvent. Le nouvel amiral fit le choix opposé. Il inventa pour l'occasion le célèbre corbeau, le Corvus. On donne ce nom à un pont mobile placé à l'avant du navire, il était retenu par une corde qui s'enroulait autour d'une poulie fixée au sommet d'un mât. Il permettait éventuellement, si on lui imprimait un mouvement horizontal, de droite à gauche, d'arracher les gréements du bateau ennemi qui, immobilisé, pouvait être détruit par un coup d'éperon. Ou bien ce pont aidait les combattants à passer sur le navire punique ainsi immobilisé. Une fois arrivés là, les soldats de marine se livraient à une escrime individuelle. Ils ne pouvaient évidemment pas manœuvrer en unités constituées, comme on le dit dans trop d'études. Avec moins de 120 unités, Duilius affronta un autre Hannibal qui en commandait 130, dont une heptère, une 7, qui avait appartenu jadis au roi d'Épire, Pyrrhus. Les Romains coulèrent 13 navires ennemis, sans doute surtout par éperonnage ou par incendie, et ils en prirent 31, après abordage, ou par reddition. Sa victoire était nette et Duilius, loin des vertus antiques, la personnalisa à l'extrême. Son attitude allait néanmoins dans le sens de l'histoire, comme l'a montré l'épisode de Messala vu plus haut. Il fit fixer des rostres puniques, des éperons de navires, sur un monument du centre de Rome, qui comprenait au moins 2 colonnes. Il demanda et obtint un triomphe naval, évidemment le premier. Quand il sortait le soir, il était accompagné par des porteurs de flambeaux et des joueurs de flûte. Un auteur indique que cet honneur lui fut accordé par le Sénat, un autre dit que c'est lui qui se l'octroya. Quoi qu'il en soit, Rome s'affirmait comme une grande puissance navale. Les victoires sur mer s'enchaînaient, les Romains prenaient Aléria en Corse et Olbia en Sardaigne, au large de Sulcis, ils remportaient un autre succès. Ce n'étaient pas là des combats isolés, conséquence du hasard, mais l'expression d'une vraie stratégie. À cette époque, la Sardaigne était riche, on y trouvait du plomb, du blé et des esclaves très recherchés. Un certain Tiberius Gracchus en avait ramené de nombreux prisonniers, et peu au fait des règles du commerce et du marché, il les avait mis en vente tous ensemble, le même jour.
le cours s'effondra, le sarde fut bradé, et depuis, l'expression sarde à vendre, sardi venal, fut employée pour désigner une marchandise à bas prix. En Sicile, les affaires allaient également bien, cette fois sur terre et grâce à la poliorcétique. De 259 à 258, les légionnaires prenaient Hypana, Maïtétistraton, Camarine et Enna. 2 rencontres navales mineures se soldèrent par un succès devant Pindare, mais par un échec au large de Palerme. Il y eut plus et mieux, à Ecnum. La bataille navale d'Ecnum, une grande victoire, est liée au nom de Régulus, un grand homme. Certes, il a été critiqué par des esprits mesquins, nous le réhabiliterons plus loin. Il est généralement admis que les Romains avaient repris la stratégie jadis mise en œuvre par Agathocle, tyran de Syracuse, porter la guerre en Afrique pour soulager l'armée de Sicile. Si l'on en croit Polybe, à qui nous n'accordons pas une confiance absolue, les moyens employés des 2 côtés furent énormes. Les Romains auraient embarqué 140 000 hommes sur 330 navires, soit plus de 400 hommes par bateau, et les Carthaginois auraient réparti 150 000 hommes sur 350 navires. Ces chiffres sont probablement supérieurs à la réalité. La flotte punique s'était placée dos au rivage, funeste erreur qui s'explique sans doute par une sous-estimation du danger. Venus du large, les Romains avaient adopté un dispositif complexe, en triangle, la pointe dirigée vers l'ennemi, c'était une variante maritime du museau de port, et l'arrière-garde servait de réserve. Les Carthaginois se replièrent encore davantage vers la côte, espérant attirer à eux leurs adversaires, pour ensuite les envelopper par les 2 ailes à la fois. Les Romains réagirent, leur centre repoussa vers la terre les unités qui lui étaient opposées, et leur arrière-garde chassa l'aile gauche des Puniques dont l'aile droite prit alors la fuite. Ce fut un beau succès pour Régulus, il n'avait perdu que 24 bateaux, les Carthaginois comptaient 30 navires détruits et 64 capturés. Après ces belles victoires, les défaites et les difficultés s'accumulèrent, sur terre et sur mer. L'entreprise avait pourtant bien débuté. Régulus, sans doute inspiré par Agathocle, comme on l'a dit, avait proposé de porter la guerre en Afrique, et le Sénat, ainsi que les comices, l'avaient soutenu. Il obtint un double succès en traversant la mer avec 15 000 hommes, sans rencontrer d'opposition de la part des Carthaginois, et en débarquant sans difficulté à Kélibia, Aspis, ou encore Clupea. Les navires furent tirés au sec et protégés par une enceinte, une sorte de camp. Puis il entreprit de réchauffer l'ardeur de ses troupes. Il leur permit de se livrer au pillage, et c'est peut-être alors qu'eut lieu le sac de Kerkuan, la Pompéi punique. Il remporta une petite victoire, puis il installa son camp à Tunis, en vue de Carthage. Les ennemis n'étaient pas restés inactifs, et ils avaient fait appel à un chef lacédémonien qui bénéficiait d'une grande réputation, Xanthippe. Le nouveau général recruta des mercenaires en Grèce, et il prépara la bataille de 255, que nous préférons appeler bataille de Tunis parce qu'elle a eu lieu près de cette agglomération. Il avait flanqué sa phalange par des unités de mercenaires, placé de la cavalerie aux 2 extrémités, et les éléphants en pointe. Régulus avait choisi un dispositif banal, l'infanterie légère, vélite, à l'avant, la cavalerie sur les ailes et l'infanterie lourde au centre, sur 3 lignes, Asta, Prince et Trière. Xanthippe lança sa cavalerie et ses éléphants qui mirent en fuite les troupes qui leur faisaient face. Certes, l'aile gauche des Romains évita une nouvelle charge des éléphants et bouscula les hommes qui lui étaient opposés, mais le retour des fauves enfonça le centre du général romain, cependant que le reste de son infanterie était pris à revers par la cavalerie punique qui était revenue au grand galop. Régulus fut capturé et seuls 2000 Romains réussirent à s'enfuir, les Puniques n'eurent à déplorer que 800 morts. La bataille de Tunis présente des caractères originaux tout à fait intéressants. Bien que l'infanterie y soit restée la reine des batailles, la cavalerie, jointe aux éléphants, y a joué un rôle déterminant. Par ailleurs, comme les mercenaires y ont flanqué la phalange, il faut admettre que celle-ci était composée d'Africains. Le pouvoir romain ne pouvait pas laisser passer cet échec. Une flotte occupa Corcyra, Pantelleria, et des navires furent envoyés contre les Puniques pour reprendre la main. Là se plaça une victoire oubliée. Près du cap Hermès, à la pointe nord-est du cap Bon, ils rencontrèrent des forces ennemies qui subirent un grand désastre, puisque 114 de leurs navires furent coulés.
alors que les pertes des Carthaginois ont été bien plus importantes que celles qui avaient été comptabilisées à Mille ou Ecnum, ce succès a pourtant été passé sous silence, soit parce que les sources sont parcimonieuses, soit parce que ces bénéfices ont été immédiatement annulés par les dieux. Une tempête s'abattit sur les vainqueurs alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, et seuls en réchappèrent 80 navires sur les 364 qui avaient été engagés. Par la suite, en 253, toujours pour affirmer leur force, les Romains menèrent un raid au fond du golfe des Syrtes. L'aller se fit sans encombre, le pillage à terre également, mais une fois encore les dieux s'acharnèrent sur les Romains, le mauvais temps causa le naufrage de 150 bateaux pendant le trajet de retour. Il est très intéressant de constater que les Romains, malgré leur malchance, se révélaient, sur mer, supérieurs aux Carthaginois qui étaient excellents pour le commerce, moins bons pour la guerre. Ils remportèrent ensuite une victoire sur terre, grâce à la poliorcétique. En effet, ils entourèrent Palerme par une défense linéaire faite d'un fossé, d'un bourrelet de terre et d'une palissade. C'est ce que nous avons appelé la trilogie défensive. La barrière se révéla infranchissable, et les habitants durent capituler, les légionnaires comptèrent 27 000 captifs. Ce succès fit tache d'huile, plusieurs cités choisirent alors d'entrer dans l'alliance de Rome, Iaétia et Natara, qui ne sont pas localisées, et aussi Solonte, Pétra et Tindar, qui sont mieux connus. En 252, une flotte romaine prit possession des îles Lipari. Les Romains remportèrent un autre combat, cette fois dans une bataille en rase campagne, en 254. Confiants dans l'efficacité de ces fauves, les Carthaginois envoyèrent en Sicile un renfort de 100 éléphants. Ils organisèrent une rencontre avec le consul Métellus devant Palerme. Le Romain adapta sa tactique à la situation, il chargea les fantassins légers de tuer les cornacs et d'affoler les animaux sous une pluie de traits. Il obtint un succès complet et reçut les honneurs d'un triomphe, au cours duquel il fit défiler 120 éléphants et 13 généraux ennemis. Malgré la victoire remportée par Xantippe, les Carthaginois sentaient le poids de la guerre, et ils voulurent négocier pour avoir la paix. Ils eurent l'idée d'utiliser leur prisonnier, Régulus. Ils l'envoyèrent à Rome avec pour mission de dire qu'il possédait tous les atouts pour gagner, et ils lui firent prêter serment de revenir, tout en le menaçant des pires supplices s'il ne réussissait pas à convaincre ses interlocuteurs. Il put parler devant les sénateurs, il leur décrivit l'état réel d'une cité épuisée. Puis il rentra à Carthage où il subit d'affreuses tortures qui ne s'achevèrent qu'à sa mort. Beaucoup d'historiens ont refusé d'accorder le moindre crédit à cet épisode. Les uns, disent-ils, sont trop cruels, et l'autre trop héroïques. Et là, la cruauté est très répandue à travers le monde. Quant à Régulus, il était issu d'une famille aristocratique, et il avait acquis le courage, le mépris de la mort et le respect de la parole donnée. Un argument juridique a aussi joué. Prisonnier, il était devenu esclave, et il restait la propriété de ses maîtres, c'est pourquoi les sénateurs romains leur ont rendu celui qui ne leur appartenait pas. La guerre se poursuivit donc en Sicile, alors que les commandants puniques recevaient de moins en moins de soutien de la part de leur métropole. Informés de cette situation, les Romains entreprirent d'attaquer les deux centres du dispositif ennemi, Lilybé et Drépane. Tout d'abord, ils mirent le siège devant Lilybé, Marsala. Cette entreprise de poliorcétique consista en une opération combinée terre-mer. Au sol, les légionnaires construisirent, à leur habitude, une défense linéaire, appuyée sur un grand camp, et ils déployèrent de nombreuses machines. Sur mer, la flotte complétait le blocus. Mais un capitaine audacieux, Hannibal le Rhodien, entrait et sortait à sa guise, et il s'offrit même le plaisir de narguer les Romains. Et là pour lui, il finit par être pris. Pour précipiter la victoire des siens, un aristocrate orgueilleux, cultivé et impie, fut chargé des opérations en 249. Ce Claudius Pulcher voulait en outre faire avancer sa carrière. Sa flotte était entrée dans le port de Drépane, Trapani. Avant tout engagement, il devait attendre l'avis des dieux. Ce jour-là, l'information devait être transmise par l'appétit des poulets sacrés, la protection divine serait assurée s'ils dévoraient le grain qu'on leur donnerait. Hélas, ils avaient peut-être le mal de mer, et ils refusèrent de s'alimenter. Claudius Pulcher, qui tenait à sa bataille, fit jeter à l'eau les volatiles. Ils n'ont pas faim? Qu'ils boivent. Puis il ordonna à ses navires de sortir. Mais Adherbal et Cartalon les coulaient les uns après les autres,
au fur et à mesure de leur apparition. Claudius Pulcher les rappela en urgence, ce qui provoqua le schéma bien connu des militaires, ordre contre ordre désordre. De toute façon, ces marins étaient pieux comme des Romains et, sachant que les dieux avaient déconseillé la bataille, ils avaient un moral très bas. De la sorte, 93 de leurs navires furent perdus, contre une trentaine qui furent sauvés. Ce fut la seule grande défaite des Romains sur mer, et elle s'explique par une erreur psychologique du commandement. Pour comble de malheur, les Romains subirent un autre échec. Le consul Junius fut envoyé en Sicile avec une flotte. Il débarqua sans encombre et il gagna par voie de terre le mont Eryx, où se trouvait un sanctuaire d'Astarté, déesse orientale de la victoire, assimilé de ce fait à la Vénus italienne. Il s'empara de la hauteur, mais il fut capturé peu après. Il y eut pire. Les Carthaginois trouvèrent, dans leur rang, un excellent général, Hamilcar. Il reprit rapidement tout l'ouest de la Sicile et ce fut lui qui s'empara du mont Eryx. Il mit en œuvre une nouvelle stratégie. Il installa son quartier général près de Palerme, à Eircte, nom parfois écrit Eircete. Il refusa les grandes batailles et il fit mener des raids, par voie de terre en Sicile, et par mer en Campanie, visant en particulier Cume. Les Romains réagirent en maîtres de la mer. Ils menèrent des raids de pillage en Afrique, notamment à Bizerte. L'un d'entre eux eut une idée pour financer une flotte nombreuse et puissante. Un impôt forcé pesa sur les riches, il permit d'équiper de gros navires, au moins 200 quinquérèmes. Les payeurs perdraient tout en cas de défaite. En échange, s'il y avait une victoire, ils se rembourseraient sur le butin et, au cas où l'ennemi évacuerait l'île, la Sicile s'ouvrirait à leurs activités commerciales. Le consul Lutatius Catulus partit avec 200 quinquérèmes, et il s'empara rapidement de Drépane et de Lilybé. Puis, le 10 mars 241, il provoqua la bataille des îles Égètes, qui ne fut pas une vraie bataille, l'affrontement de deux escadres, mais une embuscade sur mer. Cette forme de stratagème n'était pas tout à fait conforme aux valeurs traditionnelles des Romains, mais le résultat fit oublier les questions de morale. Le consul attaqua la flotte d'Hannon, qui avait été chargée d'assurer la logistique des forces puniques combattant dans l'île, c'était donc un convoi de transport de troupes et de navires de charge. Le Romain cacha sa flotte derrière les îles Égètes, la rangea sur une seule ligne et il la lança sur le flanc des Puniques. Carthage perdit 120 vaisseaux, 50 coulés et 70 capturés, et 10 000 soldats qui furent faits prisonniers. Hannon fut crucifié en châtiment de son échec. Cette défaite ne fut pas le pire malheur qu'eurent à subir les Carthaginois, mais elle eut un fort impact sur eux. La cité connut alors de grandes difficultés financières et elle dut en même temps supporter une autre guerre, bien plus dangereuse car bien plus proche, sur le sol africain. Les mercenaires, à qui l'État devait de gros arriérés de soldes, se révoltèrent. Leur mouvement prit une ampleur inquiétante quand les Africains, alliés et sujets confondus, le rejoignirent. En 241 éclata la fameuse guerre des mercenaires, qui a servi d'arrière-plan au roman Salammbô de Flaubert, et qui dura jusqu'en 238. Hamilcar fut rappelé pour remettre de l'ordre, et il finit par l'emporter, non sans quelque cruauté. Si l'histoire de Carthage n'est pas notre but, il n'est toutefois pas possible de mettre de côté cette aventure. Hamilcar était soutenu par les démocrates qui formaient ce qu'on appelle le parti de la guerre ou parti des Barcides, sa famille. Mais le parti de la paix, aristocratique celui-ci, l'emporta et des négociations s'ouvrirent. Un traité fut conclu. Il prévoyait que Carthage paierait une indemnité de guerre à titre de tribut, d'un montant de 2200 talents, soit environ 57 tonnes, sans doute d'argent métal. Les comices portèrent cette somme à 3200 talents, soit un peu plus de 83 tonnes. Mais, comme les vaincus étaient appauvris, ils durent étaler les versements sur 10 ans. Carthage s'engagea également à remettre ses armes et à livrer transfuges et prisonniers. Les traîtres devaient s'attendre à un traitement cruel, les verges d'abord, la décapitation ensuite. Quant aux captifs, devenus esclaves, ils conservaient en principe ce statut, sauf s'il était racheté puis affranchi. Enfin, et peut-être surtout, venait une clause territoriale qui expulsait les Puniques de la Sicile et des îles, qui se trouvent entre la Sicile et l'Italie. Cette formulation volontairement ambiguë permit à Rome d'occuper la Sardaigne et la Corse en 238, alors que Carthage vivait la dernière année de la guerre des mercenaires.
Un additif au traité entérina ces annexions en 235. Dès 238, le temple de Janus, à Rome, avait été fermé, ce qui signifiait que la paix régnait partout. Le bilan était plus lourd que ne le laisse croire le traité de paix. Il est admis en général que Rome perdit environ 700 navires entre 264 et 241, et que la ville subit des difficultés financières assez vite réduites grâce aux tribus. On notera que les deux premières provinces, Sicile et Sardaigne, ne furent créées de manière officielle qu'en 227. Le mot province désignait jusqu'alors la mission confiée à un magistrat ou à un ancien magistrat, proquesteur, propréteur ou proconsul. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il prit un sens territorial. Il est à noter que, bien loin de ce qui est souvent écrit, la province de Sicile se limitait alors à la partie occidentale de l'île, l'est restant le royaume de Syracuse, un protectorat. Autre particularité, la Corse était jointe à la Sardaigne, dont elle formait comme une annexe. De son côté, Carthage aurait subi la destruction de quelques 500 navires. Et la cité punique a en outre souffert d'une crise économique sévère. En revanche, si elle a perdu l'ouest de la Sicile, elle a gagné le sud de la péninsule ibérique. En effet, dès le lendemain du traité, Hamilcar partit pour l'Occident avec sa famille et ses amis, et il prit le contrôle de la vallée du Guadalquivir. Rome était sortie de l'Italie, elle avait gagné de l'argent et conquis des territoires nouveaux.